Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute à ce programme télé sur Euseuil TV, ce dimanche avec ma consoeur Billy Gaïlaïbi, ma collègue bien évidemment, on reçoit pour vous Jean-Baptiste Elias, il est docteur en économie, président du Front des organisations contre la corruption, des organisations nationales de lutte contre la corruption, le FONAC. Il est ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, ancien président du réseau des institutions de lutte contre la corruption de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été également président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC. Avec lui, chers amis internautes, on parlera de la lutte contre la corruption et de la gouvernance au Bénin et en Afrique. Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je tiens à rappeler à nos amis internautes que cette invitation fait suite à la célébration le jeudi dernier de la 8e journée africaine de lutte contre la corruption. La thématique de cette édition, c'est la protection des lanceurs d'alerte. Mais d'entre deux jeux, Jean-Baptiste Elias, j'ai bien envie de savoir comment on peut définir la corruption. C'est quoi la corruption concrètement? On en parle tous les jours, on en parle chaque moment, mais beaucoup de gens emploient l'expression corruption, j'ai été corrompu, il a corrompu. Mais c'est quoi la corruption et quand est-ce qu'il y a corruption? Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment et qui suivent cette émission. Et je leur dis bon dimanche. La corruption, c'est aussi simple que ça, puisque nous avons la pédagogie de permettre à ce que tous ceux qui nous écoutent puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. J'ai l'habitude de faire savoir aux gens que la corruption égale tout ce qui est pourri. Point. Si on vous dit c'est quoi la corruption, définition, dites tout ce qui est pourri. En règle générale, tout ce qui est pourri égale corruption. C'est aussi simple que ça. C'est quoi tout ce qui est pourri? Voilà, j'en arrive maintenant. Maintenant que j'ai dit ça, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent, quel que soit leur niveau de compréhension, ce que c'est que la corruption, je vais définir simplement ce que c'est que la corruption. La corruption est le fait, parce qu'il y en a deux. Il y a la corruption active et il y a la corruption passive. Ce sont les deux éléments concrets de corruption. Tout le reste, ce sont les actes connexes à la corruption. C'est quoi la corruption? Vous devez faire quelque chose, madame, ou vous ne devez pas faire quelque chose. Dans votre studio ici, la règle est ça. Puis moi, maintenant, je viens et je vous dis, soit je vous promets de l'argent, soit je vous promets une voiture, soit je vous promets quelque chose pour dire, faites le contraire de ce que vous devez faire, ou ne faites pas le contraire de ce que vous ne devez pas faire. Voilà la corruption. Aussi simple que ça. Pour être plus concret, je viens ici, vous devez faire une émission avec des invités et je me rends compte que l'invité va dénoncer Elias Jean-Baptiste. Et je ne souhaite pas qu'il dénonce Elias Jean-Baptiste. Je viens vous voir, je vous donne de l'argent, 100 000, 200 000, 300 000, et vous devez tout faire pour que l'invité ne passe pas l'émission et donc que je ne sois pas dénoncé. C'est la corruption. La deuxième forme de corruption maintenant, c'est vous qui venez me démarcher pour dire, bon voilà, j'ai appris qu'on veut passer une émission vous concernant et on va vous dénoncer. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va agir. Je dis ok d'accord. Vous dites ok d'accord, donnez-moi de l'argent et puis bon, je ferai tout pour qu'au cours de l'émission, je fasse en sorte que vous ne soyez pas épinglés. C'est ça la seconde forme de corruption, c'est la corruption passive. C'est aussi simple que ça. Donc la première, elle est active. La première est active, la seconde est passive. Voilà ce que c'est que la corruption. Mais est-ce que les peines sont diverses pour les deux? Est-ce qu'il y a une dont la peine est moins lourde? Pas du tout. C'est le juge. D'abord, les sanctions à apporter à la corruption sont de deux ordres. D'abord, les sanctions administratives, puisque le plus souvent, ce sont des agents, qui soient agents permanents de l'État, qui soient agents contractuels, qui sont les fautifs. On met en place un conseil de discipline, et le conseil de discipline, sur la base des statuts de la fonction publique, donne des sanctions administratives aux fautifs. Ça, c'est à part. Compte tenu de la gravité de l'opération, on lui donnera les sanctions qu'il faut. Maintenant, au niveau pénal, quand on va à la cour, maintenant, c'est la criette, n'est-ce pas?
Sinon, avant, les tribunaux de première instance étaient compétents. Oui. Maintenant, c'est la criette. Quand la criette va recevoir le dossier, le juge d'instruction va instruire le dossier et on appréciera le contenu de la faute qui est commise et selon la faute, les quantums, c'est-à-dire la quantité entre griffes, n'est-ce pas, de peine à accorder ou à infliger aux fautifs sont prévus dans le code pénal. Voilà de quoi il s'agit. Et quand on parle du thème de la célébration édition 2024 de lutte, de journée africaine de lutte contre la corruption. Voilà, de la journée africaine de lutte contre la corruption, on a précisé la protection des lanceurs d'alerte. J'aimerais vous demander, est-ce qu'au Bénin ici, les lanceurs d'alerte sont protégés? Est-ce qu'il y a une loi qui protège le lanceur d'alerte? Avec votre permission, on va expliquer aux téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Ou bien, tout à fait. Vous voulez pas? Selon la pédagogie. Oui. Voilà, pour C'est que les vrai. gens comprennent Elle et exige. savent de quoi il s'agit. Un lanceur d'alerte est soit un fonctionnaire ou un contractuel de l'État qui a eu l'information selon laquelle il se passe quelque chose de louche à un endroit donné, assimilable à ce que je viens de définir tout à l'heure comme étant la corruption. Lui, sa conscience a commencé par le déranger. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'on est en train de faire. Ça va créer des dommages pour la population, pour l'État, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il faut que j'en parle. Lui, il est lanceur d'alerte. Il est dénonciateur. C'est lui Mais- qui dénonce. À condition, s'il veut avoir le titre de vrai lanceur d'alerte, il faut qu'il fasse la dénonciation sans attendre une compensation financière. Sans se faire corrompre. Voilà. Parce que s'il dit, je vais faire la dénonciation parce que j'attends de l'argent, il a faussé le rôle d'être un lanceur d'alerte réel. Alors, je me... Deuxième condition, D'accord. il faut qu'il soit de bonne foi, qu'il ne vienne pas mentir. Et ça, il risque de faire la dénonciation calomnieuse. Et là également, les textes ont prévu de punir ceux qui font des dénonciations calomnieuses. Voilà ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Et le lanceur d'alerte peut être une personne physique comme vous et moi, tout comme ça peut être une institution. Le FONAC est une institution qui fait le lanceur d'alerte parce que c'est une institution, c'est une structure qui reçoit les informations, qui les dénonce, toujours avec des preuves à l'appui, bien entendu, comme vous le savez, si bien que voilà ce que c'est que... Est-ce que dans la quête des preuves là, le principe du contradictoire est respecté? Toujours, en ce qui nous concerne, nous au FONAC. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Oui. est-ce que le FONAC, tout comme la personne individuelle qui est lanceur d'alerte, est protégée au Bénin? Voilà. La loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin a prévu à son article 31, 32, 33, 34, 35 la protection des dénonciateurs et des témoins et des experts. Puis, le décret de 2013, 122, du 9 mars 2013, a donné davantage de protection aux dénonciateurs et aux lanceurs d'alerte. Hélas, depuis septembre 2020, cette loi a été abrogée au Bénin. Aujourd'hui, en Afrique, puisque nous sommes à la journée africaine de lutte contre la corruption, nous avons seulement une dizaine de pays sur les 54 qui ont une loi qui protège les dénonciateurs et les lanceurs d'alerte. Le Bénin, malheureusement, vient de quitter ce cercle parce que notre loi a été abrogée et il est question de faire quelque chose. Cela me permet alors, de vous demander, oui. permettez-moi, de savoir si, est-ce que vous pouvez nous dire si souvent vous êtes entendus, vous les lanceurs d'alerte, et comment vous faites avant de dénoncer des faits de malversation, de corruption? Est-ce que vous prévenez d'abord les gouverneurs, pardon, les dirigeants du pays, en sourdine avant de le faire, ou bien vous allez directement faire des conférences de presse? Comment est-ce que ça se passe? Voilà comment nous faisons. Peut-être que d'autres font autrement. Quand nous avons l'information, nous faisons les investigations nécessaires pour avoir la véracité des faits, pour avoir les preuves de ce que nous avons eu comme information.
Lorsque l'une des parties ne vous répond pas dans votre enquête, comment vous procédez? Quand une des parties ne répond pas, nous lui envoyons encore une lettre pour dire attention, voici ce que nous avons appris sur vous. Si vous ne répondez pas, c'est que vous êtes d'accord que ce que nous avons appris est vrai. Et de ce point de vue, nous allons, si vous ne réagissez toujours pas, porter l'affaire soit devant les tribunaux directement, soit devant le public à travers vous, les organes de presse. Voilà comment nous faisons. Alors, lorsqu'on parle de protection des lanceurs d'alerte, quel est le type de protection recherchée ou qui est consacré par la législation? Très bien. Premièrement, vous savez bien, en Afrique comme dans le monde entier, la corruption met en jeu des intérêts. Il y a des centaines de milliards parfois qui sont en jeu. Et ceux qui sont concernés veulent toujours protéger leur arrière, comme on le dit. Donc, il peut y avoir des représailles. L'élément numéro 1 pour la protection des lanceurs d'alerte, c'est pour leur éviter les représailles. Tel que, par exemple... Ah ben écoutez, soit on peut les tuer. Oui, on a trouvé des cas où on a tué des gens qui ont dénoncé. Est-ce que vous avez été une fois victime de pression? Ben bien sûr, bien sûr. De tentatives? Ça, je crois que j'en avais longuement parlé à l'époque. On est venu au siège, n'est-ce pas, de notre institution avec un revolver pour me tirer dessus. Ça là, c'est connu, ça on l'a dit et nous l'avons dit entre-temps. Malheureusement pour cette personne, elle ne m'a pas vu dans le bureau ce jour-là. Puis, heureusement pour un de mes collègues, quand il est arrivé, il a mis et la secrétaire et la comptable au garde à vous. Il a pris leur téléphone portable, il les a mis dans une salle, il l'a enfermé, il a pris la clé. Il a commencé à chercher Elia Jean-Baptiste dans tous les bureaux. Il n'a pas trouvé Elia Jean-Baptiste et il est parti en claquant la porte. Quand il a quitté, il a claqué la porte. 10 minutes après, un de mes collègues est arrivé, que tout le monde connaît. Je peux donner son nom si vous le voulez. Allez-y. Il s'appelle Théodule Nouachi. Il est arrivé. Et puis, il n'a pas trouvé la secrétaire, il n'a pas trouvé les comptables. Il dit, vous êtes où? Vous êtes où? Quand il a commencé par parler, les filles ont entendu sa voix. On dit, nous sommes ici, on a été pris. Et c'est lui qui a ouvert les portes aux gens pour raconter ce qui s'est passé. Autrement dit, ce collègue a la chance. Si par hasard, il était venu 10 minutes avant, eh ben, le monsieur lui aurait vidé le contenu de son revolver sur lui, probablement. Et donc, il ne serait plus là aujourd'hui. La deuxième situation qui est arrivée, ça s'est passé un 30 juillet de l'année 2007. Non. 30 juillet 1997. Voilà, 1997. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais un dossier. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ce dossier. Ce qui est certain, c'est que des tueurs à gages avaient été pris à l'extérieur. On les a convoyés jusqu'à la frontière du Bénin ici, à Tom, dans le Mono là, ou plutôt dans le Koufo. Dans le Koufo, oui. Et puis, parmi eux, il y a un Béninois. Il devait venir donc le 31, la veille de la fête de 1er août, pour exécuter celui qui vous parle et repartir pour qu'il n'y ait pas de traces. Puis, ils sont arrivés et puis, bon, mais on les a parqués là-bas. Et lui, il a demandé une permission pour partir parce que sa conscience a commencé par lui peser dessus. Il a pris le chemin, il est arrivé à Cotonou et il a été à Golf Télévision. Il devait donner le téléphone de M. Elias. On lui a donné le numéro de téléphone. Il m'a appelé. M. Elias, j'ai dit oui, je veux vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux vous voir, c'est urgent. Ok, d'accord. Je lui ai dit de venir me voir. Il est venu dans mon bureau. Et comme nous avons appris dans le travail que nous faisons, il ne fallait jamais avoir une seule entrée dans le bureau. J'en ai 3. Et donc, il est rentré dans le bureau, je l'ai fait asseoir. Et il a commencé par me regarder comme ça. Et il me dit, Monsieur Elias, dans quelques heures, vous serez cadavre. Ah bon? Il dit oui. Et il a commencé à raconter comment on les a pris, comment on fait ci, comment on fait ça. D'accord. J'ai dit, ok, je viens. Je me suis levé, je suis passé à une des portes. J'ai été dehors, j'ai appelé la police. Hein? La police. Ils m'ont envoyé, ouais, pour me dire, voilà la situation, il faut qu'ils envoient quelqu'un. Ils ont envoyé 2 commissaires et 2 inspecteurs. Je dis, si vous arrivez, passez plutôt par telle porte, ne passez pas par telle autre porte. Ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé par secouer le rideau. Et j'ai senti qu'ils étaient là. Et j'ai repris encore avec le monsieur pour qu'il parle. Et que les gens entendent ce qu'il a fait. Et les gens sont arrivés, on l'a menotté. On l'a pris.
Il m'a regardé, il dit, mais monsieur Elias, moi je suis venu vous sauver la vie, vous me faites arrêter. J'ai dit oui. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de me dire qui est ou qui sont ceux qui ont commandité l'opération. Vous n'avez pas voulu donner leur nom. Avec eux maintenant, là, vous donnerez leur nom et on va vous libérer. Comme ils sont des professionnels, tout le temps qu'il est resté avec la police, il n'a jamais voulu donner le nom de là ou des personnes qui ont commandité l'opération. Donc c'est un assassin de bonne foi. Attendez, nous sommes partis au tribunal. Il a été condamné et il a accepté de faire la prison. Et parce qu'il pourrait mourir après. Attendez, il a accepté, il a fait la prison. Puis à sa sortie, il m'appelle. Monsieur Elias, maintenant je vais venir vous dire ceux qui nous ont commandité l'opération. Ok, d'accord. Après avoir purgé sa peine. Oui, et il a ajouté, ils ne m'ont pas payé, ils m'ont demandé de ne rien dire parce qu'ils vont me payer. Ils l'ont lâché après. Et ils ne m'ont pas payé, donc je vais venir vous dire qui sont ceux qui ont fait ça. D'accord. Mais comme je suis également un peu averti dans le travail que nous faisons, ce monsieur pouvait venir avec un silencieux m'abattre et repartir tranquillement. Donc j'ai prévenu également la police. La police a fait tout le tour, aussi bien en civil qu'en tenue. Et comme il est resté en prison, il les a tous connus. Quand il est arrivé, il a trouvé que tout était bondé, tout était barricadé là. Il est retourné, il m'a téléphoné. Monsieur Elias, j'ai dit oui. Il dit, mais je suis venu vous dire maintenant, tout, vous avez encore mis des policiers partout, ils vont encore m'arrêter. J'ai dit, mais c'est pas grave, venez. Il dit non. Il n'est plus jamais venu jusqu'à ce jour. Donc, mais vous n'avez pas eu le nom. Non, moi, je suis curieux de savoir quel était le dossier là que vous avez emmené en ce moment. Je ne vous dirai pas le dossier, parce que si je vous dis le dossier tout de suite, vous risquez de soupçonner des gens. Et moi, je n'ai pas voulu soupçonner des gens tant que je n'ai pas de preuves. J'aimerais vous poser la question. Ça veut dire que le lanceur d'alerte est quand même menacé. Il oui, subit beaucoup de menaces, de risques. Absolument. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des avantages? Si oui, lesquels? D'abord, le fait de faire ce travail-là, c'est un avantage certain pour la nation. Imaginez un instant, ce dossier dont je vous parle, c'est une affaire de 5 milliards. Je ne vous dirai pas le nom. 97. Je ne vous dirai pas le nom. 5 milliards. Vous imaginez 5 milliards, ce que ça peut faire dans le budget de l'État. Ce que ça peut faire. Ça a été détourné. Je ne vous dirai pas le reste parce que vous risquez d'avoir la piste. Je ne vous dirai pas le reste. Mais ça fait 5 milliards. On veut juste savoir si c'était un détournement ou je ne vous dirai pas le reste. N'insistez pas. Je ne vous dirai pas parce que vous risquez de deviner qui c'est ou qui sont ceux qui sont à l'origine. Je ne le dirai pas. Parce que ce n'est pas bien de le dire. Je n'ai aucune preuve. Oui. Que c'est eux qui ont vraiment commandité. Je n'ai aucune preuve. Et donc, je ne peux pas le dire et je ne peux pas donner des pistes qui vont permettre à ce que vous soupçonnez des gens qui peut-être ne sont pas à l'origine de ça. Donc, voilà pourquoi. Alors, vous imaginez 5 milliards, ce que ça peut faire pour un pays. Combien d'emplois on peut créer pour les jeunes? Combien de routes on peut faire éventuellement? Combien d'hôpitaux on peut construire? Des malades qui iront à l'hôpital se faire soigner, vous savez combien ça va? Mais c'est important. Donc, d'abord, premier élément d'avantage qu'il a. Le deuxième élément d'avantage qu'il a, c'est sa conscience. Sa conscience. Il se dit, mais c'est pas possible. Ce qui appartient à nous tous. N'oubliez pas que le budget appartient à nous tous, puisque c'est nous tous qui avons contribué à ce que le budget soit en place. Quelqu'un se lève, il prend tout ce montant-là, lui seul. Mais je ne peux pas supporter. Je préfère le dire pour que ça s'arrête, par exemple. Voilà un autre avantage. Là, vous parlez de morale et d'éthique. Mais oui, bien sûr. Le troisième élément, comme vous venez de le dire, ce 11 juillet 2024, oui, nous avons fait un webinaire ensemble avec le Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. Et au cours de ce travail qui a duré 2 heures, on a envisagé la possibilité de donner des prix aux lanceurs d'alerte pour ne serait-ce que compenser un peu les risques qu'ils prennent parce que leur vie se trouve parfois être en danger. Ce sujet est à l'étude et le Conseil de l'Union africaine va probablement proposer ça à la réunion des chefs d'État et de gouvernement pour voir si des mesures pourraient être données éventuellement pour que dans les pays on puisse essayer de voir dans quelle mesure on pourra, entre griffes, dédommager un peu les lanceurs d'alerte qui auraient vraiment pris des grands risques. Alors, on parle de lanceurs d'alerte ainsi. Est-ce qu'il n'y a pas en votre sein des brebis galeuses? C'est-à-dire que c'est certains lanceurs d'alerte qui, parfois, lancent l'alerte peut-être pour que on puisse venir marchander un peu le silence après.
effectivement, il y a, hélas, partout des brebis galeuses. Mais même, il y a parmi ceux qui sont lanceurs d'alerte des gens qui sont dans le système de corruption. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Oui. On s'est mis d'accord pour réaliser un sujet. Comment il faut faire? Voilà. Puis, on doit se partager le butin. Moi, je m'attendais à avoir une part X. Et puis, je me dis, bon, okay, comme on a fait ça ensemble, peut-être on aura 50-50, moitié-moitié. Le patron de l'opération C'est que c'est lui son opération, c'est lui qui a conçu. arrive et lui dit, qui a mis bon, la ok, logistique d'accord, en très place. bien, cette opération, bon, on a eu 10 milliards, par exemple. Bon, mais comme vous êtes le gardien qui avait escaladé le mur pour que ça se fasse, et comme vous n'avez comme salaire que 52 000 francs, votre Le mois. SMIC, bon, je vous donne 100 000. Là, là. Vous imaginez, je vous donne 100 000. Mais ce complice qui a participé à l'opération, 10 milliards, et à qui on tend après 100 000. Même si c'est 10 millions, il sera fâché. Merci beaucoup. On lui tend 100 000. Mais il se dit, c'est pas possible. Même si on lui tendait 100 millions, On dit, ah il oui, sera c'est comme fâché. ça, hein. Bon, vous avez votre salaire, non, il n'y a pas de problème. Vous avez votre salaire, c'est bon. Vous avez votre salaire à la fin du mois et vous avez 100 000 francs en plus. Bon, si vous voulez, je vous donne 2 fois le salaire en plus. Ça fera que ce mois-là, vous aurez 3 fois le salaire. Ça vous suffit. Mais lui, il estime que non. Si vous 10 milliards, si vous me donnez 100 000, vous me donnez 110 000, c'est pas possible. Même si vous lui donnez 100 millions, il sera Alors, frustré. Celui-là peut se lever un jour pour dire, ok, d'accord, puis si c'est comme ça, j'irai dénoncer. Et il va dénoncer. Donc, il fait partie, il va se dire, je suis Mais, dans mais le lanceur dans d'alerte. le cas de sa dénonciation, est-ce que la loi le punit? Attendez, j'arrive, je vais vous expliquer. Il dit, je suis donc lanceur d'alerte. Pas de problème. Donc, il donne toutes les informations, il donne toutes les pistes. Et c'est là le rôle, n'est-ce pas, du procureur et du juge d'instruction. Et ils font les enquêtes. La brigade économique et financière fait les enquêtes. Et on prend le monsieur ou la dame qui est donc le principal auteur. Et au cours des interrogatoires, le nom du monsieur sort. Celui qui a dénoncé ça sort. Il dit, mais tu as fait ça avec qui en fait des comptes? Mais il est passé à table, il dit, j'ai fait ça avec monsieur X. Ah, tu es sûr? Il dit oui. Ah bon? Il a participé à ça, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a escaladé le mur. C'est lui qui est parti donc observer la sortie de ce monsieur d'abord. C'est lui qui a commencé à dire tout ça là. Ah, très bien. Donc, on finit, on se rend compte que il était membre de l'opération, mais il s'est fait lanceur d'alerte alors qu'il n'en était pas un lanceur d'alerte réel. On le prend aussi. Une fois qu'on l'a pris, eh bien, on le punit au même titre que l'autre, puisque les deux, et le complice et le principal... Mais est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une peine allégée lorsque c'est lui qui a... Non, ne bénéficiera d'une peine allégée que quand il a fait la chose, il est venu dénoncer lui-même et il a dit, je suis là-dedans. Mais, pris de remords, je suis venu dénoncer que ce que nous avons fait n'est pas bien. Veuillez bien me pardonner et donnez-moi les circonstances atténuantes. Lui, il aura une circonstance atténuante, effectivement, puisqu'il l'aura prévu comme ça. Mais si ce n'est pas ça, qu'il est venu en tant que dénonciateur tout court, en tant que... Ça en arrête son implication. Voilà. Et que c'est au cours de l'instruction qu'on a décelé qu'il était impliqué, eh bien, il sera puni au même titre que le principal. Monsieur Elias, Oui. moi j'aimerais quand même entrer un peu plus dans le vif du sujet. Parlons de corruption. Oui. On célèbre une énième édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. C'est la 8e édition aujourd'hui. Oui, oui. Et le Bénin fait partie quand même des pays africains et tout qui sont touchés par la corruption. Quand Absolument. on prend le Bénin, quelle analyse pouvez-vous faire du Bénin? Comment va le Bénin en matière de lutte contre la corruption? Si nous voulons répondre simplement pour que les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment puissent comprendre, je dirais tout simplement que le Bénin peut mieux faire. Pas qu'il a reculé? Le Bénin peut mieux faire. Mais est-ce que de 2016 à aujourd'hui, il y a eu des efforts? Il y a eu la création de la juridiction spéciale à Criette.
Il y a eu des procès qui ont été effectués. Est-ce que vous vous sentez en tant que lanceur d'alerte que depuis avril 2016, depuis que Patrice Talon est là, avec les dispositifs qui sont mis en place de part et d'autre, est-ce qu'il y a des efforts qui sont remarqués sur le terrain? Un analyste ne fait pas un élément sur une seule période. Sinon, c'est pas bon. Allons-y plus loin. Prenons les 10 dernières années. Donc, ça ne concerne pas que le président Talon. Quand vous prenez l'indice que nous avons aujourd'hui au plan mondial, qui permet d'apprécier l'évolution de la lutte contre la corruption dans le pays, c'est l'indice de perception de Transparency International. Oui, qui cette année justement a classé le Bénin 70e au rang mondial. Très bien. Vous en pensez quoi? Oui, mais il a eu combien? Quelle note? En tout cas, il est classé 70e. Oui, ben oui, c'est pas ça qu'il faut voir. Justement, c'est ça là qui fait qu'on se trompe. Transparency International note les pays, 180 pays sur 100. Depuis 10 ans, le Bénin a eu entre 36 sur 100 37. et 43 sur 100. 36 sur 100 et 43 sur 100. Ça veut dire que en 10 ans, le Bénin a eu une progression de 7 points sur 100. Ça veut dire que en un an, le Bénin n'a pas eu une progression de 1 point sur 100. Il a eu 0,70 sur 100. Premier élément. Le deuxième élément maintenant. Nous avons 43 sur 100. Comme vous venez de dire, nous sommes 70e sur 180. C'est très bien. Mais un bon élève ne peut se comparer qu'au premier de la classe. Je ne vais jamais, en tant qu'étudiant ou élève, me comparer au dernier de la classe. C'est qui le premier? Merci beaucoup. Le premier de la classe a 93 points sur 100. Le premier de la classe a 93 points sur 100. C'est quel pays? Les pays du nord de l'Europe, le Danemark et la Suède, ils ont 93 points sur 100. Mais nous avons 43 points sur 100. Mais on dit, ah oui, vous venez de dire tout à l'heure qu'on a progressé, on a 70 places. C'est ce que dit Transparency, c'est pas moi qui le dis. Mais non, le Transparency n'a jamais dit que c'est comme ça. Transparency a bien dit que nous avons 43 points sur 100 et que nous occupons 70e place sur 180. C'est ce qu'il a dit. Très bien. Mais, au nom de quoi, en tant que bon élève ou bon étudiant, je vais dire, très bien, moi je suis 70e sur 180, donc c'est bien, j'ai 110 derrière moi, c'est bien. Et dit, mais quelle note j'ai? Je n'ai même pas la moyenne, j'ai 43 points sur 100, je n'ai pas 50 sur 100. Et vous voulez que je puisse dire que c'est bon? Moi je trouve que quand ceux qui disent ça n'encouragent pas les dirigeants à mieux faire. Les dirigeants doivent être encouragés à dire le Bénin peut mieux faire. Nous avons 43 points sur 100. Nous devons tout faire pour avoir, pourquoi pas 90, 95, 98? Pourquoi pas? Les pays qui ont ces points-là n'ont pas deux têtes. Les dirigeants n'ont pas deux têtes. Alors, lorsque vous dites que le Bénin peut mieux faire, à quoi vous faites allusion à ça? Très bien. D'abord, sur le plan des institutions. Oui. Et sur le plan des tests, le Bénin, tout comme beaucoup de pays africains, ont les tests qu'il faut, ont les institutions qu'il faut. Mais nous avons cherché à savoir pourquoi depuis longtemps, le maximum d'Africains, de pays africains n'arrivent pas à avoir la moyenne. Et nous avons trouvé la solution. C'était quoi? C'est le manque de la bonne application des tests et le manque de la bonne gouvernance en matière de lutte contre la corruption qui font que nous n'arrivons pas à tout. Vous voulez des exemples? Allez-y. Très bien. Vous payez des impôts. Je paye des impôts. Ils payent des impôts. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment payent des impôts. Le test dit et la loi dit que nous avons droit à l'information.
Nous, au niveau de la société civile, pour ne pas citer mes collègues de Alcrer, mes collègues de Social Watch, ont écrit au ministre pour demander... Lequel ministre? Le ministre du cadre de vie. L'asphaltage là qu'on fait pour le pays là, ça coûte combien? Nous avons droit à l'information. Il y a une loi qui dit que nous avons droit à l'information. L'asphaltage là coûte combien? Si vous ne voulez pas dire combien ça coûte, dites-nous au moins combien le kilomètre coûte. Les demandes ont été formulées en 2018. Nous sommes en 2024, ça fait 6 ans. Pas de réponse. C'est pas fini. Vous vous souvenez, entre-temps, l'État béninois a décidé de ne plus acheter les véhicules, les voitures, et de louer les voitures, ce que nous appelons le leasing. Ils ont écrit au ministre de l'économie et des finances pour dire, donnez-nous le contrat de leasing pour que nous ayons une idée de ce que vous payez comme frais de location des véhicules que l'on met à la disposition de l'État. 2018, à ce jour, 2024, 6 ans après, pas de réponse. Les collègues ont écrit au ministre des infrastructures des transports à l'époque, puisque ça n'existe plus maintenant, c'est revenu au ministre du cadre de vie, pour dire le Bénin a fait signer un accord avec la Belgique, le port d'Anvers, pour envoyer des spécialistes ici pour gérer le port de Cotonou. Donnez-nous une copie du contrat pour que nous voyons ce que ça coûte pour le Bénin. Pas de réponse. Depuis 2018 à ce jour. Ensuite, les collègues ont écrit au ministre de l'économie et des finances pour dire Bénin Contrôle a fait un contrat avec le ministère de l'économie et des finances en matière de douane pour qu'on puisse avoir une idée. Donnez-nous une copie de la convention ou du contrat que vous avez signé avec Bénin Contrôle pour qu'on voit clair. Pas de réponse. Monsieur, quand c'est comme ça, j'arrive. Quand c'est comme ça, toutes les supputations vont bon train. Ceux qui veulent même faire de la diversion, ceux qui veulent faire même de l'intoxication sont prêts à le faire. Pourquoi ne pas dire aux gens, voilà la réponse à la demande que vous avez eu à faire. C'est des éléments comme ça qui font que nous n'avançons pas dans le classement et dans la notation que Transparency donne au pays parce que la mise en œuvre des tests et autres ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas fini. Vous voulez savoir, non? Très bien. Le Bénin lui-même a demandé à travers le ministre de l'économie et des finances au Fonds monétaire international de venir évaluer le Bénin dans les domaines, entre autres, de corruption, de bonne gouvernance et autres. À l'issue de ce rapport présenté en février 2023, le FMI a fait des recommandations pour dire, premièrement, il faut revoir le contenu du Code pénal du Bénin qui ne donne pas nécessairement encore les garanties qu'il faut pour qu'il y ait une bonne sanction pour les cas de corruption. Il dit dans le rapport que la loi 2020-09 du 23 avril 2020 portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption doit être complétée parce que cette loi ne donne pas les garanties nécessaires d'indépendance à la structure. Je voudrais rappeler au passage que le Bénin a signé, ratifié et déposé les instruments de ratification pour la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, sur la Convention des Nations unies contre la corruption, sur le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Et tous ces tests-là ont exigé que on puisse donner l'indépendance totale et nécessaire à la ou les structures nationales de lutte contre la corruption afin qu'elles puissent faire leur travail normalement. Mieux, les principes de Jakarta de 2012 ont prévu 16 principes
qui donne l'indépendance et la libre expression du Haut Commissariat ou de la Commission nationale de lutte contre la corruption, ce qui n'est pas respecté. Donc, ils ont dit qu'il faudrait que l'on puisse insérer dans la loi qui crée le Haut Commissariat les dispositions nécessaires pour qu'il puisse travailler. Moi, j'aimerais vous demander, avant le rapport ou avant l'intervention du FMI, où était le FONAC? Le FONAC est toujours là. Oui, je ne refuse pas. Vous avez donné, avant de parler du rapport fait en 2023, vous avez dit vos confrères de l'ALCRE, vos confrères ALCRE et puis Social Watch. Oui. Le FONAC a joué quel rôle dans ce rapport-là? Dans quel rapport? Dans le rapport de la 2023, qui a poussé le FMI à réagir, à faire des recommandations. Mais bien sûr, nous faisons, grâce à vous, hommes des médias, nous faisons des sorties pour sensibiliser et pour faire le point avec les autorités de la place. En tout cas, parlons de sortie. Vous, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, on vous voit de moins en moins. Vous faites rare. Ce n'est pas comme... Oui. Et puis, certains disent même que vos combats sont choisis. Non. Parce que sous Yahi, on était habitués quand même à voir monsieur Elias Jean-Baptiste sortir, dénoncer des cas de malversation et tout. Mais sous Talon, c'est de façon saisonnière, quoi. Sur ce plateau-ci, je suis venu il y a 3 fois. Non, je ne parle pas de ce plateau. Attendez, j'arrive. Sur ce plateau-ci, je suis venu il y a 3 fois. Ensuite, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, si bien que vous n'avez pas la chance de voir. Allez sur YouTube, mettez Elias Jean-Baptiste. Vous allez voir les 4 dernières sorties que j'ai eu à faire. Tout récemment, vous allez voir. Et vous allez voir. Mais quand vous dites qu'on ne fait pas de sorties, savez-vous que c'est encore moi, la modeste personne qui vous parle, qui a dénoncé le concours frauduleux qu'on a eu à la Caisse nationale de sécurité sociale sous ce régime et on l'a annulé. Savez-vous que c'est encore la personne qui vous parle qui a dénoncé l'achat des motos au niveau du ministère du cadre de vie qu'on a annulé. Et j'ai même reçu une lettre de félicitations du ministre du cadre de vie, Tonato, qui est là. Je peux vous montrer la lettre. Savez-vous que c'est encore celui qui vous parle, qui a fait la dénonciation sur les ambulances qui ont été achetées à prix d'or ici dans ce pays? Savez-vous que, toujours dans ce pays, celui qui vous parle a assigné en justice l'actuel ministre de la Défense? Il est là encore. Je l'ai assigné en justice parce qu'il n'a pas fait la déclaration de patrimoine autant qu'il faut. Savez-vous que celui qui vous parle a assigné en justice l'ancien premier ministre, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et 5 autres membres de l'Assemblée nationale en justice parce qu'ils n'ont pas fait les déclarations de patrimoine? Mais que dites-vous quand même, Kader, permets-moi, que dites-vous quand même de ceux qui disent que vous choisissez vos combats? C'est ce que je veux savoir. C'est faux, justement. Je dis que c'est faux. Je ne choisis aucun combat. Je ne choisis aucun combat. Je ne fais que ce dont j'ai les preuves en main. Je ne peux pas, sur la base des rumeurs, me lever pour dire. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a saisi un jour, qui nous a saisi un jour, pour dire telle personne est en train de construire un bâtiment qui coûte 5 milliards. Je lui ai dit, ok, d'accord, c'est très bien. Une autorité. Pour dire, voilà, il est en train de construire un bâtiment qui coûte 5 milliards. Sous ce régime, ça coûte 5 milliards. Très bien. Alors, donnez-moi les preuves. Il me dit, vous-même, vous ne voyez pas. Regardez le bâtiment, il coûte 5 milliards. Point final terminé. J'ai dit, je ne peux pas tenir compte de ça pour faire une sortie. Il dit, oui, même vous-même, vous ne voyez pas. Regardez le bâtiment là. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour faire ça? J'ai dit, donnez-moi les preuves. Parce que ce qui aurait pu se passer, cette personne peut avoir hérité d'un de ses parents. Cette personne peut avoir gagné au loto. Cette personne peut avoir gagné, etc., etc. On ne peut pas, sur la base des rumeurs, se lever pour faire des sorties. Si tu fais des sorties sur la base des rumeurs, le jour où on t'amène devant la justice, tu vas perdre et puis tu vas baisser la tête. Et la rumeur va te conduire en prison. Merci beaucoup. Je rappelle au passage que tous les cas que nous avons sortis au FONAC, nous devrions toujours avoir les preuves matérielles en main. Si on n'a pas les preuves, on ne fait pas. Et donc, les preuves, si vous en avez, donnez-les nous. Vous allez voir comment ça va se passer. Tenez,
Vous voulez savoir davantage? Les élections législatives passées, 2023. Vous avez vu tout ce que nous avons fait? C'est le FONAC qui a demandé, n'est-ce pas, l'audit de la liste électorale. Vous le savez, non? Oui. Voilà. C'est le FONAC qui a dit, au niveau de la Sénat, les irrégularités qui se faisaient. On a fait la sortie, allez sur le site, vous allez voir. Alors, Jean-Baptiste Elias, Oui. tout à l'heure, vous avez relevé, selon vous, quelques insuffisances dans l'arsenal juridique qui est mis en place pour lutter contre la corruption. Je crois que ces problèmes-là, le Bénin le partage aussi, comme d'autres pays de la sous-région africaine. Alors, pour vous, quel est le véritable problème de ces arsenals juridiques? Est-ce que c'est le manque de compétences en législation, ou en légiférant plutôt, ou c'est dû à la mauvaise foi des gouvernants? D'abord, je viens de répéter tout à l'heure que le Bénin a les tests qu'il faut, sauf les quelques-uns qu'ils ont abrogés, hélas, et pour lesquels nous plaidons humblement qu'on revienne dessus, parce que le Bénin a signé les 3 tests dont j'ai parlé tout à l'heure, la Convention des Nations Unies, la Convention de l'Union africaine, le protocole de la CEDEAO. Ces 3 tests obligent chaque État partie à avoir des tests précis et internes de lutte contre la corruption. On a abrogé la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption, et on a donc régressé dans beaucoup de domaines en abrogeant cette loi. La preuve, c'est que les lanceurs d'alerte maintenant n'ont plus de dispositif législatif, alors que c'était dans la loi 2011-20. Et aujourd'hui, l'Union africaine met sur la table la protection des lanceurs d'alerte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver encore une formule pour le faire. Et le FMI aussi l'a mis dans son rapport qu'il faudrait trouver la formule pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc, c'est ça là qu'il faut. À partir de cet instant, les collègues qui sont chargés de faire le travail font ce qu'ils peuvent. Ils reçoivent des formations. Soit ils s'auto-forment, ils s'auto-forment, comme on le dit, ou bien ils assistent à des réunions où les bonnes pratiques sont mises en place. Parce qu'au niveau des Nations Unies, par exemple, tous les trimestres, il y a une réunion à Vienne qui se fait et au cours de laquelle on échange les bonnes pratiques. On échange les bonnes pratiques pour que l'on puisse avancer. Et de ce point de vue, ils font ce qu'ils doivent faire. Mais le vrai problème, c'est la mise en œuvre des dispositions des tests, et c'est la mise en œuvre de la bonne gouvernance concernant la lutte contre la corruption qui n'existe pas encore. Parce que quand on a abrogé ces tests-là, on les a remplacés par quoi? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Le haut-commissaire vient d'être nommé il y a à peine un mois. Il n'a pas encore pris service. Il va d'abord prêter serment. Ensuite, il faut qu'il trouve une structure, un local, pour au moins mettre le bureau. Ensuite, il faudrait qu'il ait les moyens nécessaires de travailler dans la loi. Oui, parlons de moyens. Quelles sont vos espérances quant à ce haut-commissariat? Je ne veux pas intervenir spécialement sur ça parce que j'ai été le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Et c'est lui qui vient remplacer ce que j'avais fait. Je vais lui souhaiter bonne chance. Je vais lui souhaiter le meilleur possible. Je vais souhaiter qu'il réussisse sa mission afin que le Bénin, à défaut de voir la corruption cesser, que la corruption puisse régresser sensiblement. C'est ce qu'un bon citoyen doit souhaiter pour celui qui est nommé haut-commissaire. Mais à votre avis, que va changer l'avènement de ce haut-commissariat au Bénin dans la lutte contre la corruption? Qu'est-ce que ça va changer? En tant qu'ancien président, qu'est-ce que vous pourriez comme conseil aussi? Non, s'il a besoin de mon conseil, humblement, il me connaît très bien. Il me touchera et puis, humblement, je lui donnerai aussi ce que je connais. Mais en tant qu'ancien président, est-ce que la tâche est facile? Pas du tout. La tâche n'est pas facile du tout. Il sera dans un étau. Étau aussi bien de la population, étau aussi bien que des gouvernants. Monsieur Elias, je repose ma question. Selon vous, que va changer l'avènement du haut-commissariat au Bénin? D'abord, le fait de mettre le haut-commissariat à la prévention de la corruption en place comble un vide. Okay. Mais oui, parce que le Bénin avait l'obligation de mettre en place une structure nationale de lutte contre la corruption. Elle a été mise en place depuis avril 2020 et on a nommé le haut-commissaire qu'en juin 2024, 4 ans après. Maintenant, le vide est comblé. Il faudra qu'il se mette à la tâche. Et quand il va se mettre à la tâche, il va faire ce qu'il faut
pour que la prévention puisse être au rendez-vous, afin que la corruption, à défaut de cesser, puisse diminuer sensiblement. Voilà ce que ça va changer dans le pays. Je vais vous inviter à faire un petit exercice, une petite comparaison. Allez-y. Quand on prend les régimes talons, les régimes Yahi et talons, Oui. lequel, selon vous, a le mieux réussi sa mission en matière de lutte contre la corruption? On ne peut pas faire une telle comparaison. Quelqu'un qui veut faire une telle comparaison ne fera que de la politique. Ah d'accord, ça va faire politique. Parce que je vais vous expliquer. Depuis l'indépendance du pays, plus précisément en 1964, le président Justin Tometien Aoumadegbe a commencé déjà à s'occuper de la lutte contre la corruption. Ensuite, au moment de la période révolutionnaire, souvenez-vous de la phrase célèbre du président Mathieu Kérékou: je gagne 15 francs par mois, ça me suffit, c'est ma solde. Je veux que vous compreniez que dans ce pays, 3 politiciens gagnent chacun 25 francs par mois. À compter du 26 octobre 1972, les 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Puis, au moment où nous sommes venus dans le renouveau démocratique, le président Soglo, il a fait rendre gorge, n'est-ce pas, aux pilleurs de l'économie. Kérékou. Kérékou II est arrivé. Il a fait la moralisation de la vie publique. Yahi est arrivé, il a fait la marche verte contre la corruption. Talon est arrivé, il a déclaré officiellement qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui nous ont dirigés jusqu'à ce jour ont compris la nécessité de lutter contre la corruption, ont fait ce qu'ils ont pu compte tenu des dispositions qui sont à leur niveau en ce moment-là. Et la lutte contre la corruption est une course de relais. Moi, je fais ma course jusqu'à un niveau donné, je vous tends le relais, vous prenez, vous continuez, l'autre prend, il continue. C'est comme ça qu'il s'agit. On ne peut pas dire qui a fait plus, qui a fait moins. Quelqu'un qui vous dit ça fait de la politique. Moi, je ne ferai pas de la politique politicienne pour vous dire c'est X qui a fait plus, c'est Y qui a fait plus. Je vous ai donné tout à l'heure sur 10 ans. On a progressé de 0,7 points par an. On a progressé de 7 points sur 10 ans. Chacun a fait ce qu'il a pu. De ce point de vue, il faut avancer. Il faut encourager les dirigeants à faire ce qu'ils doivent faire pour que nous puissions d'abord commencer par avoir la moyenne, parce qu'on n'a pas la moyenne. Ensuite, progresser dans le classement que nous avons pour l'instant. Voilà ce que je peux vous dire, madame. Et vous, en tant que président du FONAC, oui, vous dirigez le FONAC quand même depuis sa création? Non, non, ah, voilà l'erreur. Je ne dirige pas le FONAC depuis sa création. Voilà. Le FONAC est créé en 1998. Jusqu'à 2012, paix à son âme, c'est Maximilien Sossouglo qui était le président du FONAC. C'est pas moi. Et c'est normalement combien d'années de gestion? Voilà, je vais vous expliquer. Le FONAC est une institution, est une structure de la société civile. D'accord. Elle est créée pour 99 ans. Renouvelable. Donc, tant que le dirigeant ne meurt pas... Ce n'est pas qu'il ne meurt pas. Ce sont les membres de la structure qui décident de qui va être quoi et qui fera quoi. Il n'y a pas de limite pour ça. C'est pour ça que vous êtes toujours président. Je ne suis pas président depuis, je vous l'ai dit. On a créé depuis 1998 le Oui, FONAC. je ne refuse pas, mais c'est pour ça que depuis que vous avez pris la gestion en main, vous êtes toujours là, à la tête. Je suis dans mon deuxième mandat. C'est tout. Et j'attends. Si au prochain rendez-vous, à la prochaine Assemblée Générale, les membres décident que ça suffit, et moi-même je suis quand même fatigué, c'est normal, je prends de l'âge, il faudrait que je puisse me retirer, mais je vous garantis, la relève est préparée. La relève est préparée et ils sont prêts à faire le travail, comme on le dit, comme le dit le président de la République, à faire le job. Ils sont prêts à faire le job. N'ayez pas peur. Le FONAC va continuer à faire son travail normalement, madame. Merci, monsieur Elias. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans vos deux caméras là et dire quelques mots à tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien, tous ceux qui sont passionnés de voir la lutte contre la corruption véritablement effective pour que le Bénin soit peut-être comme le Danemark, quelques mois à leur endroit et à l'endroit de ceux qui sont les acteurs de la chaîne de lutte contre la corruption. Je dirais tout simplement que la corruption est un fléau qui gangrène toutes les économies du monde entier. Et que les pays comme les nôtres
qui ont besoin de ressources, ont besoin que nous puissions nous mettre ensemble pour lutter efficacement contre la corruption, afin de donner aux dirigeants les moyens nécessaires pour qu'ils puissent faire une bonne politique de développement durable. Quand nous allons contribuer à ce que la lutte contre la corruption soit une réalité et que les caisses de l'État seront bien remplies, le chef de l'État et son gouvernement vont trouver les moyens nécessaires pour propulser les programmes qu'il faut afin que l'emploi soit au rendez-vous, afin que la santé soit garantie, afin que les écoles soient créées, afin que les routes soient aménagées pour le développement de notre pays. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à pouvoir tenir compte du mot d'ordre que l'Union africaine a donné pour la 8e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption, à savoir la protection des lanceurs d'alerte. Et nous proposons aux dirigeants, qu'ils soient de l'Assemblée nationale ou qu'ils soient de l'exécutif, de faire en sorte que nous puissions avoir un test, une loi qui protège réellement les lanceurs d'alerte. Voilà ce que je voudrais dire en conclusion de cette émission. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité, à l'entame de cet entretien, a tenu à définir ce que c'est que la corruption de façon basique. Pour lui, la corruption, c'est égal à tout ce qui est pourri. Il nous a fait cas de la corruption active, de la corruption passive. Des exemples ont été donnés pour illustrer les dites définitions. Il nous a parlé également des actes connexes à la corruption. Pour lui, la corruption met en jeu des intérêts et donc il est impératif qu'il y ait un arsenal juridique conséquent pour la protection des lanceurs d'alerte. Il nous a parlé de qui on peut qualifier de lanceur d'alerte. Pour lui, le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui doit être animé de bonne foi et qui doit dénoncer sans attendre une certaine ou quelconque compensation. Il a parlé du FONAC, du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, des actions qui ont été menées. Il a déploré l'abrogation d'une loi qui protégeait les lanceurs d'alerte. Il a fait savoir que sur les 54 pays que compte l'Afrique, il n'y a que 10 pays qui ont de pareilles législations en vigueur. Les 44 autres pays ont abrogé la dite loi. Il déplore cela et prie, et je vais dire, invite les pays, les 44 pays là, notamment également le Bénin, à légiférer également dans cette ligne-là. Il a partagé avec nous quelques narratifs liés à ces assassinats manqués pour faire cas de ce que les lanceurs d'alerte sont menacés. Il a exposé au cours de son développement les avantages du lanceur d'alerte. Il a fait savoir que Transparency International note la lutte contre la corruption dans les pays au monde et le Bénin est 70e sur les 180. Il a fait observer que le Bénin a progressé de 7 points en 10 ans, depuis les 10 dernières années. Il a commenté cela. Il nous a fait savoir que le Bénin peut mieux faire dans la lutte contre la corruption. Pour lui, ce qui bloque le Bénin et d'autres pays de l'Afrique, c'est le manque de la bonne application des textes, le manque de la bonne mise en œuvre de la gouvernance dans la lutte contre la corruption. Pour lui, il y a également, ce sont des facteurs entre autres qui font que les pays africains ne sont pas à l'image du premier pays, notamment le Danemark. Lorsqu'il a été interrogé sur les différentes actions qu'ils ont eu à mener et qui ont connu quelques entraves, il a fait savoir que lorsqu'ils ont voulu savoir le coût de l'asphaltage qui est mené à travers le pays, ils ont eu des difficultés à ce niveau-là, que le contrat du leasing n'a pas été rendu public pour qu'ils puissent savoir réellement ce qui s'y trame. Le contrat de Bénin Control avec la douane également, ils ont écrit au ministre de l'économie et des finances, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Il a émis des souhaits et des conseils au nouveau haut commissaire à la prévention de la corruption. Il avertit déjà que la tâche ne sera pas facile. Il expose de façon très habile les enjeux qui concourent autour de cette tâche-là. Il a partagé avec nous quelques actions qui ont été menées de concert avec Alcré et Social Watch, sans occulter le FONAC, pour obtenir véritablement une régression de la corruption au Bénin. Il a exposé, toujours lorsqu'il a été questionné, les différents efforts qui ont été opérés par les différents gouvernements pour Jean-Baptiste Elias. Il n'est pas question d'effectuer une comparaison entre tel ou tel autre régime dans la lutte contre la corruption, car pour lui, chaque régime a lutté contre la corruption en fonction des dispositions en place, notamment les lois et autres mécanismes en place. Il a parlé de 1960 à nos jours, bien évidemment. Il a voulu finir en feu, il n'a pas voulu, autant pour moi, il n'a pas voulu faire de commentaires politiques et politiciens, mais lorsqu'il a été interrogé sur ce
Que deviendra le FONAC, notamment après lui? Il a rassuré du fait que la relève a été très bien formée et qu'elle est prête pour le job. J'espère que j'ai résumé plus ou moins. Une seule correction à faire. J'ai dit il y a une dizaine de pays qui ont des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Les 44 ne l'ont pas. Les 44 ne l'ont pas, mais ils n'ont pas abrogé. Vous avez dit que les 44 ont abrogé. C'est qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas la loi encore. Dans les 10, le Bénin faisait partie, mais le Bénin a abrogé en 2020 sa loi, si bien qu'il reste à peine 9 seulement qui ont. Donc maintenant, il reste 9. Voilà, il reste 9 seulement. Là, maintenant, moi aussi, mais les 44 autres n'ont pas encore. Okay. Nous en avons parlé le 11 juillet en webinaire avec les collègues au niveau de l'Union africaine et on a insisté à ce que les pays qui n'ont pas encore ces lois puissent tout faire pour les avoir afin de protéger les lanceurs d'alerte. Merci à vous Jean-Baptiste Elias. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes docteur en économie, président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. Vous êtes ancien président également du réseau des institutions de lutte contre la corruption de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez été également président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Retrouvez tout à l'heure à 19h Billy Gaël pour le JT des JT.